Ravi de vous retrouver sur Rewmi TV. Bonjour et bienvenue. Le journal, c'est tout de suite au sommaire. Réponse de la bergère au berger. Ousmane Sonko désavoue Macron sur le départ négocié des bases françaises en Afrique. Les différences semblent irréfutables entre Paris et Dakar. L'ancien ambassadeur Pape Saer Gueye parle d'incidents diplomatiques. Les militants du PASTEF dictent-ils leurs lois aux dirigeants? C'est tout comme, en plus de critiquer des actions du gouvernement, les PASTEFiens n'hésitent pas de remettre en cause certains choix du président de la République, une attitude décryptée par un expert dans ce journal. Mauvaise nouvelle pour les gourgourlous, les prix de certaines denrées à l'instar du sucre et de l'huile connaissent une hausse, mais quitte des subventions apportées par le gouvernement, la direction du commerce, elle, parle de pure spéculation. Et en sport, le Sénégal affiche ses ambitions pour 2025, Cannes 2025, Cannes U17 et U20, CHAN. La fédération travaille avec la direction technique nationale pour rééditer le Grand Chelem comme en 2022. Voilà pour les titres. À cela, nous y ajouterons la page internationale ainsi que la revue de la presse. Le développement, c'est tout de suite. Tout comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso ou encore le Tchad, le divorce semble être acté entre la France et le Sénégal et pour cause de cette série d'annonces de chefs d'État africains de retirer leurs bases militaires françaises de leur territoire. C'est dans cette mouvance qu'Emmanuel Macron a exprimé sa déception face à cette situation, ce qui a fait réagir le Premier ministre Ousmane Sonko qui a sévèrement taclé le président français. Selon lui, la France n'a ni la capacité ni la légitimité d'assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Le point, c'est avec Sylvie Faye. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ainsi s'exprimait le président Emmanuel Macron lors de la conférence des ambassadeurs à Paris. Réponse du berger à la bergère. Dans la soirée, le Premier ministre Ousmane Sonko, dont le pays a annoncé ces dernières semaines la fin de toute présence militaire française et étrangère sur son sol en 2025, a ainsi contesté que le retrait annoncé des soldats français du Sénégal aurait donné lieu à des négociations, comme l'affirme le président français. Qualifiant sur le réseau social X cette affirmation de totalement erronée, il y précise qu'aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour au sujet du départ annoncé des bases françaises et que cette décision prise par le Sénégal a découlé de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Grand pourfendeur de la présence française au Sénégal avant son accession au pouvoir l'an dernier, Ousmane Sonko a aussi apporté un contredit cinglant aux déclarations d'Emmanuel Macron à propos d'une ingratitude de certains dirigeants africains qui ne seraient plus à la tête de pays souverains sans le déploiement de l'armée française. Selon lui, la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. À noter que d'autres pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou encore le Tchad ont également consommé leur divorce avec la France, une pilule qui semble être difficile à avaler pour la France. C'est un incident diplomatique selon l'ambassadeur itinéraire Pape Saer Gueye. Il trouve qu'Ousmane Sonko est dans son rôle. Il ne fait que réitérer la position des anciens du régime. Il est avec Awaba. La sortie du Premier ministre peut être perçue. Parler de crise diplomatique à ce niveau, parce que pour parler de crise diplomatique, il faut envisager que des événements brusques, inattendus, imprévisibles, remettent en cause les bonnes relations. Vous voyez que les bonnes relations, on n'en est pas encore à ce stade de détérioration qui peuvent, dans certaines circonstances, générer des conflits armés, des catastrophes, des crises économiques, entre autres. On n'en est pas encore dans ce contexte. En parlant peut-être, disons, de tensions diplomatiques, la
la tension diplomatique aussi pourrait glisser vers des ruptures donc de relations politiques. On n'en est pas encore là. Peut-être ce qu'on pourrait retenir comme caractéristique de mon point de vue, ce serait un incident diplomatique parce que l'incident diplomatique est plus souple. Il s'agit là d'une action donc provoquée délibérément et le Premier ministre n'improvise pas. Il parle au peuple africain, il parle aux autorités à l'ancienne colonie et il réitère des positions que les pères fondateurs et le président Abdoulaye Wade en a été un acteur qui a illustré sa vision et son audace en fermant toutes les bases militaires du Sénégal. Il ne peut pas faire moins les souverainistes et panafricanistes donc du projet. De ce point de vue, il faut l'envisager et je pense que les perceptions classiques ou les discours de salon diplomatique qui actuellement sont compromises avec les mouvements qui sont en train de s'opérer en Afrique. Front sur les réseaux sociaux contre les nominations à l'origine des militants de PASTEF. L'analyste politique Pape Amadou Fall qualifie ceci d'un malaise au sein du parti au pouvoir. Pour lui, les militants doivent respecter les décisions du président étant une institution et le leader du parti a bien fait de mettre les points sur les i. Pape Amadou Fall est avec Christiane Claire Gomis. Écoutez, c'est une question très délicate pour passer parce qu'on a l'impression que cela devient une arme mexicaine. Et quand on a un parti, on canalise ses militants. Les militants, quelle que soit leur liberté de temps, doivent savoir respecter, disons, les entités surtout républicaines. Le président est une institution. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, de l'attaquer comme on le souhaite, comme si c'était un citoyen ordinaire. Bassirou Diomaye Faye prend des décisions qu'il considère les meilleures pour le Sénégal et il faut l'accompagner tout simplement. Il peut arriver qu'on trompe, ça peut arriver à tout le monde, mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut recadrer les choses. Ce n'est pas acceptable. Et heureusement que le Premier ministre Ousmane Sonko a su de mettre les choses en place. Mais je pense que le PASTEF, oui, l'engagement des militants de l'école du parti, et ça doit prendre une certaine amplitude aujourd'hui, compte tenu de tous les enjeux qu'il y a aujourd'hui dans notre pays pour éviter certains débordements. Et puis, selon l'ANSD, le taux de chômage a atteint 20,3%, mais pour l'économiste, le docteur Mamadou Samba Anne, cela peut impacter négativement sur l'économie sénégalaise. Il estime que cette hausse s'accompagne d'une diminution des taux d'activité et d'emploi. Ses propos au téléphone de Awaba. Qu'est-ce qui explique d'abord ce taux de chômage qui a augmenté? Le Sénégal était entré dans une crise depuis 2021. Après les élections, il y a ce nouveau régime qui est venu et qui est dans ce qu'on appelle la restructuration. Évidemment, cette restructuration, on le ressent partout. C'est un peu l'arrêt des chantiers, évidemment, qui emploie beaucoup. Vous savez, tout le monde sait ce que le BTP représente en termes d'emploi. Il y a tellement de gens qui travaillent sur le BTP et sur les métiers connexes au BTP. Donc, ce qui fait que si aujourd'hui, beaucoup de chantiers ont été arrêtés, beaucoup d'activités ont été arrêtées, alors là, évidemment, il y a des problèmes. Si vous allez aussi au port, etc., vous voyez un peu ce qu'on appelle des recrutements laxistes qui ont été faits. Le régime était obligé aussi d'arrêter et évidemment analyser pour voir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens se sont vus perdre leur emploi. Et en même temps, quand vous êtes dans cette situation-là, évidemment, les choses ne marchent pas comme ça doit se faire. Le taux de chômage augmente, mais je pense que c'est pas une situation structurelle, mais c'est conjoncturel. C'est quelque chose qui va changer dans le long terme si les projets sont. Maintenant, les conséquences sont dramatiques sur ça, parce que plus il y a de chômage, ça veut dire que plus aussi l'économie est au ralenti. Parce que quand les gens travaillent, ils consomment. Quand ils consomment, ça permet à l'économie d'être vigoureuse. Parce qu'une économie qui est vigoureuse, c'est des gens qui ont le pouvoir d'achat, qui achètent, qui vendent. C'est ça qui fait que l'économie marche. Maintenant, si ça n'existe pas, c'est un problème. Quand les gens aussi ont un pouvoir d'achat, ils vont faire ce qu'on appelle de l'épargne. Cette épargne peut être utilisée dans le cadre de l'économie. Alors, donc, ça veut dire, économiquement, ça a des conséquences terribles sur l'économie. Parlons à présent du hausse du prix de l'huile et du sucre. Les boutiquiers interpellent l'État qui reste jusque-là aphone sur ce sujet. Malgré la baisse effectuée depuis le mois de juin, l'État semble avoir du mal à contrôler les prix de certaines denrées à moins de 2 mois du Ramadan. Le ministère du Commerce est invité à agir. Alioune Badara Fall pour plus d'éclaircissements.
Il a fallu attendre 7 mois après la baisse des prix de certaines denrées de consommation pour voir une augmentation sur le prix du sucre et de l'huile. En effet, 7 mois après leur arrivée, les nouvelles autorités, sur une forte demande de la population, avaient procédé à une baisse des prix de consommation courante. Ainsi, le gouvernement avait renoncé à certaines taxes d'une valeur de 54 milliards pour cette première baisse avant de promettre une éventuelle revue de ces prix. Il faut rappeler que cette baisse était aussi une promesse de campagne du duo Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. C'est pourquoi la pression était si forte pour que le nouveau régime tienne parole dès son arrivée au pouvoir. Une pression qui pourrait se traduire par le calvaire de certaines populations à assurer correctement les 3 repas du jour, mais aussi par l'espoir suscité par le nouveau régime pour espérer mettre fin à l'instabilité des prix de ces denrées. Aujourd'hui, le constat révèle une hausse sur le prix du riz et du sucre à moins de 2 mois du début du Ramadan, où on constate une forte consommation de ces produits de base. Cette fois-ci, l'alerte a été donnée par la Fédération nationale des boutiques pour la modernisation qui, dans un communiqué, a exprimé toute son inquiétude en rappelant aussi les conséquences de cette hausse sur les consommateurs. Alors que la tutelle avait annoncé l'installation des magasins de référence sur l'ensemble du territoire, mais 8 mois après, le constat est qu'aucun jalon n'a été posé allant dans ce sens. Pire, il faut aussi dénoncer le mutisme de la tutelle qui tarde à réagir face à des hausses de ce genre, ce qui pourrait se traduire comme une incapacité à régler le problème. Il faut rappeler que même les régimes précédents ont tous manifesté leur volonté de baisser les prix de ces denrées, mais au finish, ils n'ont pas réussi à les stabiliser. Une incapacité qui semble dominer nos autorités actuelles. Le consultant et économiste Idriss Ba pense que cette situation peut s'expliquer par les séquelles d'une économie morose que l'actuel régime a hérité de l'ancien régime. Selon lui, les subventions annoncées par le gouvernement n'ont pas d'impact dans le panier de la ménagère. Idriss Ba est avec Christiane Claire Gomis. Quand on procède à une analyse profonde, on se rend compte que les séquelles de l'ancien régime de Macky Sall sont toujours là, parce que Macky Sall a appliqué un système politique ultralibéral capitaliste sous l'égide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il ne tenait pas compte de la politique économique, du bien-être social, mais obéissait aux injonctions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, prétextant qu'il y avait des déficits budgétaires et qu'il fallait donc procéder à des ajustements budgétaires, ce qui est incompatible avec l'économie du bien-être social. Sur le plan de l'équilibre, en tenant compte des taux d'inflation, par exemple, et en tenant compte du pouvoir d'achat des Sénégalais. La majorité de ces Sénégalais n'ont pas un moyen financier qui les permet justement d'aller au-delà de leurs possibilités de consommation par rapport à des prix qui sont normés, équilibrés, même voire subventionnés. Ouais, mais ces subventions ne sont pas tellement bien explicitées. On ne comprend pas où ça a été subventionné et de quelle manière. Parce qu'une subvention doit normalement impacter. Et vous avez 2 façons de procéder à des subventions. Soit vous agissez sur les droits de douane à l'entrée, donc pour pouvoir minorer les prix à la consommation, ou bien vous dégagez un montant financier consistant à donc subventionner justement certains prix, certains produits à l'importation, de manière à ce que ça soit pas ressenti trop par le consommateur. L'État doit avoir un système d'intervention, une politique économique interventionniste, et quand il doit agir sur les prix, l'État agit de façon, en somme, à baisser les prix à la consommation quand il s'agit du cycle, avec des coûts de production vraiment avec l'intervention de l'État, très souple, de manière à ce que le consommateur de sucre ne devrait pas subir ce justement de tracas. Mais pour le directeur du commerce intérieur, cette hausse constatée est de pure spéculation. Ahmadou Bamandao pense que l'offre en sucre est conséquente et rien ne justifie une variation de prix. Ce faisant, il informe que les équipes vont être mobilisées pour mettre un terme à la spéculation. Sport à présent, le Sénégal affiche ses ambitions pour 2025. Le directeur technique national veut rééditer le Grand Chelem dans toutes les compétitions africaines auxquelles les sélections sénégalaises sont qualifiées, de la CAN U17 à la grande CAN 2025 en passant par la CAN U20, la CAN féminine et le CHAN qui démarre dans quelques semaines. Le directeur technique national veut mettre en place un programme pour tous les staffs pour atteindre leur objectif. Une réunion des encadreurs nationaux a été tenue hier en ce sens. Voici à ce propos Mayacine Mar que nous écoutons. Et comme vous le savez, le Sénégal a réussi ce qu'aucun pays n'a réussi. Je pense que ça aussi, il faut le dire. Le fait de qualifier toutes les équipes, mais également aussi, nous avons également aussi réussi à gagner tous les trophées.
il y a 2 ans. Je pense que ça également aussi, c'est vraiment des actes forts pour notre football. Et c'est à magnifier. Mais c'est vraiment le concours de tout le monde, hein. Vraiment de la fédération, des clubs, de la presse, de la population, du public. Vraiment, c'est tout un ensemble vraiment qui a fait effectivement qu'on est arrivé à ces résultats-là. Et j'en profite pour remercier effectivement la presse également aussi pour l'accompagnement, mais remercier également aussi le public sénégalais, vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, on est fiers en tout cas du Sénégalais à travers les résultats que le football effectivement a dans les différentes compétitions. Bon, le bilan, on le tirera après, bien sûr, parce que là, on va entamer de la discussion, la réunion. Et comme j'ai dit, en fait, au sortir de cette réunion, naturellement, on saura effectivement sur quel pied danser. C'est-à-dire, on aura de manière claire, effectivement, tout le planning qu'il mettra en place pour chacune des équipes. Et nous allons travailler pour trouver des matchs amicaux, des tournois, ça, et des stages, bien sûr, pour permettre de bien se préparer. Sans plus tarder, la page internationale avec Salimane Diatta. Le président de la République de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, a annoncé hier la démission du 18e gouvernement constitutionnel dirigé par le Premier ministre Georges Bomzeju. Cette décision intervient après une série de problèmes économiques et sociaux non résolus, exacerbés par des tensions internes et une gestion inefficace du gouvernement. Le pays fait face à une crise économique qui a des répercussions profondes sur la population, mais malgré ces défis majeurs, le gouvernement n'a pas su proposer des solutions adaptées. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lundi sa démission, mais indique qu'il reste au pouvoir jusqu'à ce que son parti lui désigne un successeur. Près de 10 ans après son arrivée au pouvoir, Justin Trudeau, 53 ans, était sous pression depuis des semaines alors que des élections législatives se profilent et que son parti est au plus bas dans les sondages. Un puissant séisme survenu ce mardi 7 janvier dans la région himalayenne du Tibet dans le sud-est de la Chine a fait au moins 95 morts et provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'au Népal voisin. L'Institut géologique américain a fait état d'une magnitude de 7,1. Des vidéos diffusées par la télévision publique chinoise montrent des habitations de couleur blanche en haute altitude aux murs éventrés et aux toits effondrés avec des pierres qui jonchent le sol. Au moins 4 personnes ont perdu la vie à la suite de violentes tempêtes de neige qui ont frappé plusieurs États des États-Unis ce week-end. Ce phénomène climatique au vortex polaire originaire du pôle Nord a déferlé sur le pays, apportant des conditions météorologiques extrêmes et provoquant d'importantes perturbations, particulièrement dans les États du Midwest et du Mid-Atlantique. Le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, est décédé à Garches, en région parisienne, dans un établissement où il a été admis il y a plusieurs semaines et a fait savoir sa famille à l'AFP ce mardi. Jean-Marie Le Pen avait cédé la présidence du FN en 2011 à sa fille Marine Le Pen. Il en était resté président d'honneur jusqu'en mars 2018. Sur ce, nous passons à la revue de la presse avec Awaba. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. La visite officielle du président Mbagnick Diop à Conakry, les violences électorales à Saint-Louis, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce mardi. Dans Réumi Quotidien, le président Mbagnick Diop en visite officielle à Conakry, reçu ce lundi matin par monsieur le Premier ministre de la Guinée, Amadou Ouriba. Journée chargée pour le président du MEDES et du groupe Promo Consulting, reçu dans l'après-midi en audience à la présidence de la République par le secrétaire général de cette institution, le général Amara Kamara. Des perspectives de collaboration en vue. Dans le même journal, 81 arrestations suite aux violences électorales à Saint-Louis, un verdict aux fortunes diverses de 3 mois à 3 ans de prison ferme pour 25 prévenus. Les dés sont jetés car le tribunal de grande instance de Saint-Louis a rendu son verdict dans l'affaire dite des gardes du corps de Samse Kadou. 2 camps ont été condamnés à des peines comprises entre 3
3 mois et 3 ans, tandis que d'autres ont été libérés. Maître El Hadj Diouf, un de leurs avocats, a dénoncé le verdict, surtout pour ceux qui restent en prison. Sud Quotidien abonde dans le même sens, verdict des violences électorales à Saint-Louis, main lourde de Dame Justice, d'autres de 2 ans, dont 6 mois et 3 mois de prison ferme. Le tribunal de grande instance de Saint-Louis a été sans complaisance en rendant son délibéré hier, lundi 6 janvier 2025, dans l'affaire des 80 personnes arrêtées pour violences électorales à Saint-Louis lors de la campagne des législatives. Pendant ce temps, départ négocié des bases françaises, guerre des mots entre le président français et le premier ministre sénégalais selon Vox Populi. Ils ont proposé aux chefs d'État africains de réorganiser leur présence et Sonko dément en disant que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Départ des troupes françaises d'Afrique, Macron et Sonko à balles réelles, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien, comme on est très poli, on leur a laissé la primeur de l'annonce, mais il a fallu les pousser. On a oublié de nous dire merci, mais ce n'est pas grave, estime le président français. Mais pour Sonko, aucune discussion ou renégociation n'a eu lieu à ce jour. Et sur les critiques des actions du gouvernement, le duo face au dictat des militants, nous informent nos confrères de Walf Quotidien. Fadilou Keïta estime que ce projet ne peut pas se résumer à la seule personne d'Ousmane Sonko. D'ailleurs, Réumi Quotidien nous apprend que sur la publication des positions politiques passées, Racky Kane démissionne pour mettre à l'aise les autorités. La secrétaire exécutive de la commission d'évaluation, d'appui et de coordination des startups au Sénégal a remis sa lettre de démission au président de la République et à son premier ministre. Cependant, trafic de stupéfiants à Dakar, des policiers de l'Orcutis mis en danger de mort, nous dit l'Observateur. Armés et protégés par des motos, des trafiquants de drogue ont foncé droit sur leur barrage. En sport, dans le journal Rémi Sport Mercato, Sivasport résilie officiellement le contrat de Keïta Baldé. Record pour terminer sur du Pro League, 2 Lions peu en vue. Sadio et Habib, l'impératif renouveau. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse. Voilà que ma fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe technique. Excellente suite des programmes sur Réumi TV.